Et je vais surtout essayer de faire court, parce que je crois que nous sommes un peu en retard. Pardon, oui. Bon. Oui, alors, merci, Madame la sénatrice. Alors, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de Tracfin. Alors, bon, moi, j'ai un peu de poil blanc à la barbe. Moi, j'ai connu Tracfin du temps de Pierre Font et de Jean-Paul Garcia. Donc, ça remonte encore au tout début, en fait, de l'unité. Euh, et là, je vous entendais parler des marchés de CO2, de l'or à Dubaï, etc. Je pense que si on commence à rentrer dans les problématiques des marchés émergents de quotas carbone, dans les trafics d'or, etc., on y est encore jusqu'à demain. Donc j'essaierai de faire plus court. On a parlé au tout début des différences entre le macrofinancement du terrorisme, le microfinancement du terrorisme. Vous avez l'exemple qui est très récent, hein, avant-hier, le coût de l'attentat dans Paris, là, qui a coûté la vie à ce touriste allemand, c'est un marteau et un couteau de cuisine, quoi. Donc c'est rien. Voilà. À côté de ça, en macro-financement du terrorisme, moi j'ai toujours une question depuis quelques années, c'est où est passé l'argent de Daesh, où est passé l'argent de l'État islamique, parce qu'on parle beaucoup de la lutte contre Daesh, la lutte contre l'État islamique. On semble avoir oublié que ces gens-là ont détourné beaucoup d'argent à la banque de Mossoul, ont détourné de l'argent sur les ventes de pétrole, etc. Et je n'ai jamais entendu parler d'une grande investigation internationale, même judiciaire, sur où est passé cet argent-là. Et est-ce qu'on est allé le chercher? Alors moi, je suis un peu candide, hein, c'est l'avantage de ne plus être en fonction. C'est que j'aimerais bien qu'on aille le chercher. Puis il se trouve que j'étais magistrat à Paris, j'avais la compétence nationale antiterroriste en tant que juge des libertés de la détention. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir passer des demandes d'investigation, même du parquet national antiterroriste, etc., sur cette problématique du macrofinancement de l'État islamique. Parce que quand on sait qu'à l'origine, ce sont quand même les sbires de Saddam Hussein et de la garde républicaine hein, qui sont à l'origine de tout ça, et que, bah, comme toujours, il y a un affichage, mais que la réalité, c'est souvent une réalité de gros sous, ça reste des bandits, et que ces gens-là ont fait beaucoup d'argent, et on aimerait bien savoir où est cet argent-là. Mais bon, j'ai pas vu passer aucune information internationale, même dans la presse ou quoi que ce soit, sur la chasse à l'argent d'État islamique. Quoi qu'il en soit. Vous avez aussi parlé du financement par les associations, les réductions d'impôts, je n'y reviendrai pas. Vous aviez d'autres exemples de financement. Alors, c'est pas du microfinancement parce qu'on parlait quand même de millions d'euros, mais du financement du terrorisme en France, auquel moi j'ai été confronté à l'époque où j'étais juge d'instruction. C'est par exemple les Kurdes, le PKK. Le PKK se finance en France principalement par la fraude aux finances publiques et par le travail au noir, il faut le savoir. C'est une grande tradition des Kurdes de se financer par la fraude dans le milieu du BTP. Voilà. Donc là-dessus, on y travaille. Tracfin peut avoir des informations. Souvent, les banques, d'ailleurs, les donnent, ces informations, hein, puisque les banques voient passer l'argent, voient passer les fraudes à la TVA, informent Tracfin. Et moi, j'ai quelques souvenirs aussi d'anciens policiers dans les banques qui se plaignaient de signaler les transactions, mais de ne pas voir arriver les ordres de blocage des virements et des transactions. Donc ça, c'est une vraie question pour l'autorité, pour la cellule anti-blanchiment Tracfin, qui a ce pouvoir de bloquer les transactions. C'est un pouvoir qui est utilisé avec parcimonie, donc pas très très souvent, parce qu'évidemment c'est très compliqué. D'abord en termes de renseignement, ça veut dire qu'on alerte la personne. En termes de liberté, etc., c'est compliqué de bloquer les mouvements, mais quoi qu'il en soit, on sait quand même que dans certaines situations, on pourrait bloquer plus facilement les choses. Ah bah tiens, la gendarmerie qui m'appelle, je la rappellerai plus tard. Mais du coup, on pourrait parler comme ça longuement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être, comme il y a quand même pas mal de gens des entreprises privées qui sont dans la salle, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut vous donner comme outil et qu'est-ce que vous avez comme outil pour participer à la fois à la lutte contre le financement du terrorisme et de manière plus générale à la lutte contre la criminalité. En réalité, vous êtes des banques, vous êtes des entreprises privées, vous pouvez être victime au quotidien de pas mal de fraudes, de pas mal de détournements. Et votre principal souci aujourd'hui, ça va être deux choses. C'est ce qu'on appelle le KYC, hein, le Know Your Customer. Donc, c'est de connaître vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs éventuellement. Et c'est après la sécurisation des flux financiers sortants. Puisque qui dit financement dit flux financier qui sort de chez vous. Et donc, si le flux financier est à destination de la mauvaise personne
ou d'une personne malhonnête, eh bien, vous financez ces activités. Et donc là-dessus, toute la question va être de déterminer dans les mois, les années à venir, quels sont les outils à votre disposition. Donc il y a des solutions qui existent. Alors moi, c'est vrai que je travaille sur du développement comme ça, notamment de sécurisation des IBAN ou du KYC. Donc c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Le milieu bancaire est évidemment en première ligne, puisque les banques ont des obligations de KYC, liées notamment à la réglementation LCBFT, mais de plus en plus, l'ensemble des entreprises va être confronté à tout cela, et notamment d'abord pour des raisons d'éviter de se faire escroquer ou d'éviter de subir un risque d'image plus tard, si jamais d'aventure des flux financiers provenant de l'entreprise X viennent à avoir financé une entreprise terroriste. Puisque là, vous avez un risque éventuellement juridique, mais surtout d'image qui va frapper. D'où l'intérêt maintenant d'utiliser au maximum tous les outils qui existent. Alors, on peut parler d'intelligence artificielle, mais globalement plutôt des outils de contrôle qui sont d'ores et déjà développés, qui sont assez matures. Pour les banquiers, bon, je pense par exemple à CEPAMEL, je crois que tous les banquiers qui sont dans la place ici savent de quoi je parle, c'est les systèmes de contrôle des IBAN qui peuvent être mis à disposition d'ailleurs des entreprises privées, pas simplement des banques, ce type de messagerie. Et donc ça, c'est le type d'outil qu'il va falloir utiliser de plus en plus pour éviter d'être confronté à ces risques d'image et à ces risques de financement illicite, mais aussi pour se conformer à la loi sur la vigilance, enfin sur les entreprises vigilantes, puisque vous savez qu'à partir de 2024, pardon, les seuils de vigilance, des obligations de vigilance vont baisser drastiquement et les entreprises de mémoire de plus de 250 salariés vont être concernées, non plus simplement les entreprises de plus de 5000 salariés comme auparavant. Donc on va avoir une descente du niveau de taille des entreprises qui vont être confrontées à des obligations particulièrement importantes de vigilance et qui vont devoir s'adapter en la matière. Et c'est pas plus mal parce que qui dit vigilance dit évidemment vigilance vis-à-vis de la criminalité, de la corruption et du financement du terrorisme. Quant à l'État, puisqu'on parle quand même de financement du terrorisme, donc c'est quand même l'État et les fraudes, l'État va aussi ou pourrait aussi s'adapter. Il y a une fraude que la sénatrice Goulet connaît bien, à laquelle nous avons été confrontés, ça a été évoqué tout à l'heure, en 2020, si vous vous rappelez bien, au moment de la crise Covid, le chômage partiel. C'est une petite anecdote comme ça qui était assez amusante. Donc en 2020, on m'appelle, j'étais encore magistrat à Paris, puis j'ai des contacts qui me disent « Ouais, Charles, ça y est, ça recommence, c'est la fraude au chômage partiel, c'est les mêmes, ils ont remis ça, ils n'arrêtent pas. » Donc, ah bon? Ouais, regarde comment ça se passe sur le site du ministère du Travail, etc. Donc je me connecte, et je vois effectivement que c'était open bar. Et comme d'hab, en France, on sort une mesure, puis on ne regarde pas comment on va la frauder. Par contre, les fraudeurs, ils attendent que ça. Et donc là, en l'espèce, à l'époque, vous saviez, vous déclariez, vous alliez sur le site, vous déclariez que vous étiez une entreprise. On ne vérifiait pas si c'était vous ou pas. Donc il suffisait d'aller chercher un numéro de SIRET qui existait. Vous expliquiez que vous étiez l'entreprise Sénat, tel numéro de SIRET, vous étiez le patron. Et puis que vous aviez 200 personnes à mettre au chômage partiel. Et c'était que du déclaratif. Vous aviez un principe, c'est que si vous ne receviez pas de réponse dans un délai, alors je ne sais plus si c'était 48 heures ou 15 jours, mais il me semble que c'était 48 heures à l'époque, c'était considéré comme accepté, et vous pouviez remplir la demande d'indemnisation de chômage partiel, vous mettiez un numéro de sirène, le nom de l'entreprise qui correspondait, vous donniez le nom du patron, vérifiez pas que c'était vous, vous déclariez un nombre de salariés, des salaires, et rouler jeunesse, le RIB qui va bien, qui n'était évidemment pas contrôlé, non, ce serait trop facile sinon. Et puis vous receviez comme ça les virements. Sympa, voilà, open bar. Bon, je vois ça, qu'est-ce que je fais? J'appelle la sénatrice Nathalie Goulet, je lui dis, Nathalie, on a un problème. Hello Houston, vous voyez, quand c'est comme ça. Et donc on prépare les amendements. Et donc Nathalie Goulet dépose les amendements au Sénat, en séance, etc. Et là, donc je regarde la séance, moi j'étais à mon bureau, sur mon téléphone, je regardais la séance en direct. Et j'étais en train de signer les ordres de saisie sur les sommes qu'on avait déjà pu repérer, récupérer, puisqu'il y avait déjà des enquêtes de gendarmerie en cours au cours de l'été. Et donc moi, je signais les ordres de saisie, parce que ça avait été centralisé à Paris. Et là, je vois donc Nathalie Goulet qui défend l'amendement en disant qu'il fallait qu'il y ait un contrôle du FICOBA et un contrôle des BADS, simplement de vérifier que les employés existent et puis que le compte bancaire soit le bon. Et la ministre, au banc, se lève, je ne la citerai pas, je suis gentil, et qui dit « Mais, madame la sénatrice, pas un centime n'est versé sans être contrôlé. »
Alors moi, j'étais là, j'avais mes ordonnances, j'étais en train de signer mes ordonnances, je me dis, putain, je déconne, quoi. Pourquoi je signe des ordonnances de saisie alors si pas un centime n'a été versé sans être contrôlé? Bon. Il faudra attendre 6 mois, je crois, pour que la Cour des comptes quand même dise, ouh, il faudrait peut-être quand même faire quelque chose. Et au bout de 6 mois, le législateur, on lui a demandé d'intervenir, effectivement, pour pouvoir un petit peu remédier à ça. Donc il y a eu ouverture de l'accès au FICOBA pour l'Agence des services de paiement, un opérateur de l'État qui verse 45 milliards d'euros par an à peu près, 7 millions de virements, donc il n'était pas contrôlé. Et puis qu'on ait un petit peu de resserrage du système. Mais bon, je vous rassure, on a recommencé avec ce genre de choses avec l'ANA, ce qu'on appelle l'Agence, vous savez, pour l'amélioration de l'habitat, dans les histoires de subventions pour les rénovations énergétiques, etc. Pareil, l'argent était versé sur simplement présentation de devis. Il a fallu attendre 200 millions d'euros de fraude pour qu'on commence à se dire, tiens, il y a peut-être un sujet en la matière, il faudrait peut-être un petit peu vérifier. Donc là, pareil, vous voyez, ce type d'exemple, l'État, alors je ne sais pas si l'État le fait ou pas, si l'opérateur de l'État procède à ces contrôles ou pas, mais quelque chose qui semblerait assez évident pour lutter contre la fraude, contre les détournements et contre le financement aussi du terrorisme, parce que ce n'est pas des cas d'école. Hein. Le financement du terrorisme par le détournement des fonds publics, par la fraude aux allocations, etc., c'est documenté, on le sait. Moi, à l'époque, j'avais sorti l'histoire de celui que j'avais appelé Abou Alok, Zakaria Azbaï, qui était à la fondation de Daesh en Syrie en 2013 et qui est venu ouvrir des comptes bancaires en France en 2015 et détourner les aides de la CAF. Il est belge, hein, bon, avec de faux documents, etc. C'est passé sans problème dans le système. Mais donc ce type de détournement, ce n'est pas un cas d'école, c'est quelque chose qui existe. Et j'ose espérer que, par exemple, l'opérateur de l'État qui paye ces subventions, l'Agence des services de paiement, donc à Limoges, procède à un contrôle systématique des RIB, des IBAN, pour vérifier qu'on n'a pas des fraudes par substitution d'IBAN, qu'on n'a pas des détournements de ce type-là. Alors même qu'on sait que c'est ce qui marchait et c'est là-dessus que la fraude s'est faite. Je rappelle, 7 millions de virements, 45 milliards d'euros par an. Voilà. Donc j'ose espérer que c'est fait. Si ce n'est pas fait, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions et leur proposer de le faire. Vous avez un autre exemple, et là on va être effectivement plus pointu, ça concerne véritablement Tracfin. C'est quelque chose dont on avait parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2015. Vous avez vraiment sur le financement du terrorisme et sur la détection des cellules terroristes, il existait à l'époque des projets. On avait d'ailleurs fait avec les gens de Tracfin un exercice de simulation. Cette société, je crois qu'il y a des gens de la société SAS dans la salle, de mémoire. Et donc c'est un produit qui avait été développé par cette société SAS et qui était un produit à l'origine monté par un ancien du MI6, un ancien de Scotland Yard, qui avait été développé sur la base des réflexions postérieures aux attentats de Londres. En fait, c'est un système d'utilisation des flux financiers pour détecter les cellules terroristes, djihadistes principalement, et détecter les passages à l'acte. Alors en fait, c'est très très impressionnant. Quand on avait fait cette simulation, on était en capacité, comme ça, en simulation, de détecter l'exemple qui était fourni. C'était un attentat terroriste à la voiture piégée à Arlington, au cimetière d'Arlington aux États-Unis, par des personnes qui arrivent d'Angleterre. Et en gros, ça consiste en quoi? Ça consiste à monitorer l'ensemble des flux financiers et donc à détecter avec des key triggers adéquats tous les signaux faibles d'un passage à l'acte terroriste. Et en réalité, le système va vous permettre, en analysant les flux financiers, de mettre des alertes, des red flags sur le comportement typique dans son atypisme d'une personne, laissant penser qu'elle est susceptible de passer à l'acte. Alors ça peut vous sembler complètement ésotérique quand on vous dit ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et j'aurais même tendance à dire qu'à l'époque, l'idée c'eût été de faire un système bijectif un petit peu, c'est-à-dire d'avoir ce type de moteur qui fonctionne avec le moulinage évidemment de l'ensemble des transactions financières de l'ensemble des banques, alors moi mon idée c'était de le mettre évidemment à Tracfin, ce système-là, il faut que ce soit dans une entreprise, dans une entité publique, lié avec les fichiers judiciaires et les fichiers de services de renseignement, parce que ça vous permet de neutraliser un certain nombre de faux positifs et aussi de monitorer les gens dont on sait que de toute manière ils posent problème. Donc ça c'était quelque chose qui était très intéressant. Je crois que le ministère des Finances français n'a pas voulu utiliser la solution de SAS. Peut-être qu'ils le font, mais je ne suis pas au courant. À l'époque, il y avait des discussions qui se faisaient en interne, c'était du temps de Bruno Dalle à Tracfin, pour voir si on ne pouvait pas, nous, développer quelque chose de ce type-là. Ce sont des outils très puissants.
qui peuvent être un axe de travail à l'avenir pour détecter à la fois le financement évidemment du terrorisme, mais aussi les passages à l'acte. Le problème est évidemment un problème de liberté publique. Parce que pour qu'un tel système soit efficace véritablement et très performant, vous devez monitorer l'ensemble des transactions financières de l'ensemble des banques, éventuellement d'ailleurs à un niveau européen, et vous devez être objectif. C'est-à-dire qu'il faut que vous croisiez avec les fichiers des services de renseignement et de l'autorité judiciaire. Parce que ça vous permet, comme ça, comme je vous le disais, d'être à la fois en détection de personnes qu'on ne connaît pas, mais aussi en surveillance de ceux qu'on connaît. Et donc, évidemment, vous vous rendez compte que ça signifie qu'à un moment donné, dans une boîte noire qui pourrait être à Tracfin, vous aurez le comportement financier de l'ensemble de la population qui sera screené. Voilà. Merci beaucoup. Ah bah déjà on me coupe ? Oui, non, je ne vous coupe pas. Si. Non, je vous donne l'occasion de conclure. Bon. Alors, donc tant pis, je voulais vous parler aussi de l'avenir. L'avenir du micro ou du macro-financement du terrorisme, ce sera l'intelligence artificielle et ce sera notamment les deepfakes. Et je vous laisse réfléchir à ça. Vous voyez ce qu'on appelle les deepfakes, vous savez, les vidéos où on modifie la voix, les visages, où on fait prendre des positions, dire des choses à des gens, simplement avec l'intelligence artificielle. Vous avez aussi des logiciels qui vous permettent de prendre l'apparence de quelqu'un et donc de tromper, par exemple, tout ce qui est preuve du vivant pour l'ouverture des comptes bancaires. L'avenir, il est là. L'avenir du blanchiment et du financement du terrorisme, il est là, parce que demain, quand vous aurez des opérations qui vont se faire avec montage de deepfake, avec des personnes, par exemple, qui sont des patrons de grandes entreprises cotées, ou légèrement en dessous, et vous montez un deepfake pour faire passer une information qui va avoir un impact important sur le cours de bourse. Auparavant, vous prenez des positions comme il faut, et donc vous manipulez le cours de bourse avec la publication d'un deepfake. Derrière, vous récupérez l'argent. Voilà. Et le temps que les choses se fassent, vous avez fait énormément de gains. Et ça, c'est pas de la théorie. C'est-à-dire que moi, je travaille en ce moment avec des gens de Normal Sup là-dessus. C'est quelque chose qui est en train d'arriver et qui est assez impressionnant, notamment sur les ouvertures de comptes bancaires, hein, avec toutes les néobanques qui font de la preuve du vivant pour ouvrir les comptes. Vous savez, j'ai eu aussi, en tant que magistrat, moi j'avais l'affaire, vous savez, de l'escroquerie au président, la personne qui s'était fait passer pour Jean-Yves Le Drian. Moi, je l'ai eu en face, on discutait, c'est moi qui l'ai mis en prison. C'était simplement sur le talent du bonhomme, hein, un masque, la voix, etc., l'imitation. Demain, c'est à la portée de n'importe qui. Et vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont apparaître et qui vont avoir des conséquences très fortes. Parce qu'on parle beaucoup des deepfakes sur les problèmes politiques, de fake news, etc., et de géopolitique et d'influence, d'opérations d'influence. Mais moi, je vois surtout arriver ce type d'utilisation pour justement des opérations de financement, de fraude et éventuellement de financement du terrorisme. Et derrière, les effets de levier sont très forts parce qu'on parle de millions de dollars, voire de dizaines ou de centaines de millions de dollars d'impact potentiel. Et là, on retombera après dans un problème de macrofinancement, puis de course-poursuite après l'argent. Mais bon, comme Paul Amar me dit que c'est fini, donc c'est fini. Tant pis. Merci beaucoup. J'aurais quand même voulu ouvrir sur quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé des cryptos, mais là je parle sur le contrôle des ingénieurs. Moi je me suis laissé dire qu'avec l'arrivée de l'informatique quantique et du quantique, c'était la mort de la blockchain et la mort des cryptos. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je jette comme ça à la réflexion du public. Charles Prat voulait un rappel. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute tout au long de cette matinée et l'attention et l'intérêt que vous avez porté au sujet. Je laisse à Nathalie Goulet le soin de conclure et de vous remercier. Moi, je voudrais d'abord remercier Paul Amar pour son temps et son implication dans ce beau sujet. Vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je pense qu'on aura un deuxième épisode à la rentrée parce que le sujet, évidemment, ne s'arrête pas là et que l'actualité nous
rattrape. Je voudrais remercier les diplomates qui sont venus ce matin et qui sont restés nombreux. J'espère qu'on pourra travailler au plan européen sur ces sujets. Je crois que c'est vraiment absolument fondamental. Je remercie chacun des intervenants du temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer. Et puis on se revoit bientôt. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et offrez mon livre comme cadeau de Noël.